Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est le 4 février 2014 et je reçois dans cette émission ce soir le secrétaire général ou le premier secrétaire de l'UPADS ou l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Avec lui, nous allons parler du recensement administratif spécial et aussi du changement de la Constitution et aussi l'avenir de ce pays sur le plan social et économique. Et notre invité de ce soir, vous l'aviez bien deviné, se nomme Monsieur Pascal Tchati Mabiala. Une fois de plus, bonsoir. Comme j'ai annoncé à l'introduction de notre émission, nous recevons le premier secrétaire de l'Union pour la démocratie sociale, UPADS, le premier parti de l'opposition intra-parlementaire ici au Congo. Et avec lui, son secrétaire général, nous allons parler du problème du recensement administratif spécial qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Nous allons aussi parler d'un sujet brûlant, c'est la constitution de ce pays. Est-ce que cette constitution doit être changée ou modifiée? Tout à l'heure, nous allons savoir la position de l'UPADS. Déjà, on connaît qu'ils avaient déjà dit non à la constitution. On va voir si il persiste et signe. Monsieur Tchati Mabiala, c'est un honneur de vous recevoir une fois de plus dans cette émission. Merci de cet honneur que vous me faites encore. Je crois que c'est pour la deuxième fois que je viens à cette émission. Oui. Merci pour moi-même et merci également pour l'honneur que vous faites à notre parti. J'espère que nous allons avoir un très bon débat sur les questions que vous venez d'annoncer. Et j'espère que nous serons au mieux de notre forme, vous et moi, pour apporter aux téléspectateurs les informations qu'ils attendent. Alors, Monsieur Mabiala, comment se porte votre parti aujourd'hui? Nous avons fait le congrès au mois de juin 2013 et nous avons donc une feuille de route prescrite par le congrès, c'est-à-dire le programme, notre programme. Et au cœur de ce programme, il y a le renouvellement des structures du parti. Renouvellement, rajeunissement, féminisation du parti. Telles sont les prescriptions que nous avons reçues du Congrès et que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et au moment où nous parlons de l'UPADS, le pays entier est aujourd'hui à l'heure de la restructuration de l'UPADS. Nous le faisons dans la Sangha, nous le faisons dans la Likwala, nous le faisons sur l'ensemble du territoire. Et en même temps que nous faisons cette restructuration pour renouveler donc les dirigeants au niveau de la base, au niveau intermédiaire, nous essayons d'apporter aussi les changements que les congressistes ont souhaités. Et dans ces changements, c'est quand même le rajeunissement du parti. C'est un programme, il s'exécute dans les conditions qui sont les nôtres d'un parti de l'opposition. Vous savez que c'est toujours pas facile d'être à l'opposition. S'il y a un bilan à faire, je crois qu'on peut dire que 6 mois après le congrès, le parti se porte, je ne dirais pas très bien, mais le parti se porte mieux qu'avant le congrès. Mieux qu'avant le congrès. Mieux qu'avant le congrès. Il est assaini, le débat est serein, et les militants également sont dans un état d'apaisement, parce que les querelles se sont un peu enterrées. Et donc je pense que l'avenir certainement nous sourit. L'avenir certainement vous sourit. Et je dois vous féliciter, vous avez organisé un congrès bien. En dehors du PCT, vous êtes les seuls qui ont... vous avez rempli le palais de congrès et vous avez eu les délégués venant de 12 départements. Alors votre secret, c'était comment? Mais le secret, c'est que nous sommes un parti national et personne ne peut en douter. Ceux qui avaient encore quelques doutes sur la capacité de l'UPADS à s'implanter sur l'ensemble du territoire, je crois qu'ils l'ont bien vu. Nous avons pas seulement rempli la salle du palais des congrès, mais nous avons eu des délégués, vous l'avez bien dit, nous avons eu des délégués qui sont venus de tous les départements du Congo. Donc c'est ça le caractère national de l'UPADS. Nous le devons à notre chef, à notre fondateur. C'est lui qui a imprimé justement ce caractère national du parti.
secrétaire national de l'UPADES, parce que lui-même, c'est un grand nationaliste, Pascal Lissouba. Et il ne pouvait pas, lui, au-delà de cet enfermement que l'on voit en nous d'être un parti des pays du Niari, à la vérité, nous ne sommes pas un parti des pays du Niari, nous sommes un parti national. Les conditions actuelles nous permettent certainement pas d'avoir des élus partout. Nous sommes dans l'opposition, il y a un problème de ressources, parce que diriger un parti, il faut des ressources. Et quelquefois, nos ambitions ne sont pas à la hauteur des maigres ressources dont nous disposons aujourd'hui. Mais nous pensons que l'UPADES, au-delà de l'autosatisfaction, je crois que l'UPADES est bel et bien le premier parti de l'opposition. Et nous avons fait un excellent congrès, mieux que le PCT, parce que le mode de désignation des dirigeants, je pense que ça a été une grande première au Congo. C'est une élection démocratique, avec vote au bulletin secret, devant huissier de justice, et les résultats n'ont pas été contestés, puisque les deux challengers, après, se sont embrassés. Je pense que pour l'image que nous avons offerte, il n'y a rien à dire. Nous avons fait un grand coup. Et vous avez fait un grand coup mieux que le PCT. Je ne suis pas là pour porter des pics, mais le PCT n'a pas fait comme nous. Le PCT, nous l'avons appris. Au cours d'une nuit, ils ont désigné un secrétaire général. C'est bien. Chaque parti a son mode de désignation. Je ne dis pas que ce soit le mauvais, mais je pense que sur le plan démocratique, nous étions plus proches des valeurs démocratiques en matière de désignation des dirigeants. Et le PCT est très très loin en matière de désignation. Je pense bien que le PCT est encore bien loin dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Oui, oui. Et quelqu'un qui ne peut pas être un démocrate interne ne peut. Est-ce que cette personne peut être un démocrate externe? Est-ce que, comme vous dites, le PCT est bien loin de ce que vous aviez fait, donc vous pensez qu'ils ne peuvent pas aussi bien gérer le pays d'une manière démocratique, non? Mais c'est ça le débat. Le débat, nous allons l'avoir tout à l'heure. J'ai dit que sur le mode de désignation, je crois que nous avons pris de l'avance sur beaucoup de partis, y compris le PCT. La manière dont nous avons désigné notre premier secrétaire, c'était quand même de la manière la plus démocratique qu'aucun parti avant nous n'avait pu faire. Et le Parti congolais du travail, qui a fait son congrès avant nous, n'a pas désigné son secrétaire général comme nous l'avons fait au bulletin secret, devant huissier. Je crois que ce n'est pas ce qu'on a vu. En tout cas, pour les images, ce n'est pas ce que nous avons vu. Il reste que le parti ne se limite pas à la désignation du dirigeant. Il y a peut-être d'autres modes sur lesquels on peut porter un jugement sur le fonctionnement démocratique de tel ou tel autre parti. Maintenant, vous me dites, est-ce que le Parti congolais du travail, c'est un parti démocratique? Est-ce que cela se vérifie dans la gestion du pays? Nous allons voir ça tout à l'heure. Parce que, au-delà des phrases, au-delà des mots, je crois que c'est beaucoup plus la pratique. Le PCT a l'avantage d'être au pouvoir et donc d'être là sur la sellette. Et chaque action qui est posée est analysée et il faut que l'on sente que c'est un parti démocratique. Dans la manière du débat avec les autres, dans la manière d'appliquer les décisions consensuellement prises, dans la manière d'organiser les élections, dans la manière de gérer la chose publique, il faudrait que la valeur démocratique se ressente. Or, sur ces questions, au moins celles que je viens d'énumérer, ce n'est pas sûr que les conditions démocratiques soient vraiment respectées. Ce n'est pas sûr que les conditions démocratiques soient vraiment respectées. Mais malgré tout, vous êtes en alliance ou avec eux? Non, il n'y a pas d'alliance avec le PCT. Nous sommes en partenariat. Vous êtes en partenariat? Partenariat parce que nous sommes un parti de l'opposition républicaine. Nous sommes dans les institutions de la République, dans lesquelles se trouve également le PCT. Nous sommes au Parlement, c'est-à-dire dans les deux chambres. Nous sommes dans les conseils locaux. Et comment voulez-vous qu'un parti avec lequel nous cohabitons, nous ne puissions pas avoir des relations? Et donc nous avons des relations de partis, mais nous n'avons pas un accord, nous ne sommes pas en alliance avec le PCT. Nous n'avons jamais eu d'alliance avec le PCT. Oui, vous n'avez pas d'alliance, mais le problème aussi, idéologiquement parlant, vous êtes parti... Social-démocrate. Oui, Union panafricaine, social-démocrate. Eux aussi sont sociodémocrates, donc idéologiquement parlant, vous retrouvez... Il paraît, mais nous, pour la nuance qui est nécessaire, oui. Nous sommes du socialisme démocratique. Et ils sont du socialisme... Ils sont, semble-t-il, de la social-démocratie. Oui. Mais le générique, tout ceci fait partie, vous l'avez bien dit,
Tout ceci fait partie de la grande famille social-démocrate à laquelle appartiendrait le PCT, à laquelle nous appartenons. Maintenant, c'est bien de le dire. Moi, j'écoute ce que dit le PCT, c'est un parti social-démocrate. Je n'ai pas à en douter. Mais je vois concrètement comment ça se passe. Est-ce que la politique actuelle du gouvernement, qui est un gouvernement du PCT, est une politique social-démocrate? La politique actuelle du gouvernement, en matière économique, en matière sociale, est-ce que c'est vraiment social-démocrate? On peut y rester là des heures pour... Et vous pensez que ce n'est pas social-démocrate? Non, c'est plus libéral. C'est plus libéral. Le Parti congolais du travail, peut-être qu'il... Vous savez, quand on est au pouvoir, il y a des choses que l'on ne voit pas. Mais nous qui sommes en dehors, qui regardons, le Parti congolais du travail s'est fortement libéralisé. Très fortement libéralisé. C'est une option, puisqu'il y a des partis libéraux. Mais ce côté social que renferment justement les valeurs de la social-démocratie, on ne le sent pas tout à fait, le Parti congolais du travail. On ne le sent pas. On ne le sent pas très bien. Deuxièmement, regardez un peu, parce qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais ce n'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. Regardez le PCT, ils arborent fièrement leurs médailles. Rouge, avec palme, avec la houe, mais ce sont les symboles de la troisième internationale, c'est-à-dire du communisme. Donc, si dans le cœur, semble-t-il, ils sont des sociodémocrates comme nous, mais à l'extérieur, ce que nous voyons, ce ne sont pas les symboles de la social-démocratie qui, elle, est héritière de la deuxième internationale, et ce n'est pas la houe, ce n'est pas le marteau, ce n'est pas l'étoile rouge, qui sont des symboles du communisme, donc de la troisième internationale. Alors, cette social-démocratie que prend le PCT peut être mise en doute. Donc ils sont contradictoires. Je crois qu'ils sont contradictoires en cela. Bon, mais on reviendra sur cet aspect. J'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parti avant de partir sur les aspects électoraux. Très bien. Oui. Mais pendant votre congrès, elle était très bien organisée. Vous avez eu le soutien de Pascal Lissouba ou pas? Bien sûr, bien sûr. Non seulement le soutien, mais c'est lui le président. Il est toujours le président. Vous savez, il est toujours le président. Moi, je suis premier secrétaire. Vous n'êtes pas posé la question, mais où est le président? On a fait un congrès, il n'y a pas de président, mais le président, c'est Pascal Lissouba. Et celui qui dirige le parti au quotidien, ici au pays, le chef s'appelle le premier secrétaire. Mais nous avons un président, c'est toujours Pascal Lissouba. Il a été réélu par acclamation pendant le congrès. Par acclamation, bon, un peu comme le PCT. Mais c'est pas grave, bien grave. Pas grave. Oui, mais le premier secrétaire a été élu au suffrage universel. Au suffrage universel, parce que vous êtes exécutif, c'est vous qui gérez. Voilà. Mais je voulais vous poser une question qui n'a rien à voir avec Pascal Lissouba, mais c'est la politique française, judiciaire. Vous connaissez, vous avez suivi les informations sur Madame Bettencourt? Pas du tout. Elle est l'actionnaire majoritaire de L'Oréal. Oui, je connais. Oui. Vous avez tout suivi? Très bien, je ne sais pas de quoi vous voulez parler, s'agissant de Mme Bettencourt. Oui, vous savez que une des raisons qu'on accuse monsieur le ministre, le président Sarkozy et les autres, c'est qu'on pense que d'avoir abusé de la faiblesse de Mme Bettencourt. Oui. Que lui a subtilisé de l'argent pour faire sa campagne de 2007. Parce qu'elle n'est pas en bonne santé. Ben oui. Et quand vous regardez maintenant avec M. Pascal Lissouba, est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il n'est pas aussi comme... Non, on n'a rien. D'abord, Pascal Lissouba n'est pas dans l'état de morbidité que j'ai vu Mme Bettencourt. Je crois que les gens, ils exagèrent de présenter Pascal Lissouba comme finalement une loque qui n'a plus rien, qui n'est plus capable de dire quoi que ce soit. Comment expliquer avec... Maintenant, attendez, et nous n'avons rien subtilisé à Pascal Lissouba. Nous n'avons rien subtilisé. On dit que Sarkozy a subtilé de l'argent, a bénéficié de la faiblesse de Mme Bettencourt. Nous, on n'a rien subtilisé à Pascal Lissouba. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah oui. Je voulais faire un petit parallèle. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé peut se tromper parce qu'il vous soutient. Il soutient Mukwege, il soutient Tamba Tamba, il soutient Pascal Ngamassa, enfin... Quelle est la preuve qu'il nous soutient? Oui, il nous soutient tous, c'est sûr. Oui, mais comment il peut soutenir tout le monde quand il n'a plus tous ses sens, avec tout le respect que j'ai pour lui? C'est vous qui dites qu'il le soutient, mais le soutien, moi je le vois, moi je l'ai vu. Pascal Ngamassa a dit qu'il a le soutien de... Mais bien sûr, il a le soutien, nous tous nous avons le soutien. D'accord. Puis vous avez dit que Tamba Tamba a également le soutien de Pascal Lissouba. Et Mukwege a aussi le soutien de Pascal Lissouba. C'est eux qui disent. Bon, donc vous contestez. Non, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'on a fait un congrès. Il ne s'agit plus du soutien de Pascal Lissouba. Il s'agit des résultats d'un congrès que nous avons organisé de manière démocratique. Et je reconnais que ça a été un succès. Ben oui. Donc peu importe qu'on ait ou non le soutien de Pascal Lissouba, mais il y a eu un congrès. C'est le congrès qui a décidé
de la bonne marche, de la marche actuelle du parti et des dirigeants qui ont été élus. Mais donc ce n'est pas Pascal... Si encore vous m'avez dit, vous abusez de Pascal Lissouba, c'est lui qui vous a nommé, mais comment pouvez-vous tirer votre légitimité de quelqu'un qui n'a plus, qui n'a plus tous ses moyens, toutes ses facultés intellectuelles, et comment vous pouvez abuser de lui? Votre question aurait un sens. Nous n'avons rien pris de Pascal Lissouba. Nous avons fait un congrès. Votre légitimité ne vient pas de lui. Non, notre légitimité vient d'abord du congrès. Et lui, il a soutenu le congrès, et donc il nous a soutenus. Comment quelqu'un qui soutient tout le monde peut vous soutenir? Donc, ça ne sert à rien. Vous êtes vous-même, ce n'est pas grâce à Lissouba. Non. Peut-être Lissouba, le président n'a pas interféré dans les problèmes du Congrès. Ah, d'accord. Il n'a pas envoyé une cassette, il n'a pas envoyé des instructions pour dire c'est Satim Abiala que je soutiens. Il a dit il faut que vous alliez au Congrès. Il faut que vous régliez le problème de l'UPADES au cours d'un congrès. C'est ça un parti démocratique. C'est ce qu'il a dit. Mais il n'a pas jeté son dévolu sur Mukwege, sur Tambatamba, sur Satim Abiala et sur qui que ce soit. Et comment il est alors président? Mais il est président parce que ce sont nos statuts qui l'ont confirmé comme président du parti. D'accord. C'est-à-dire jusqu'à, et c'est ça notre particularité, jusqu'à son dernier souffle, Pascal Lissouba restera le président de l'UPADES. Il n'y aura pas de président de l'UPADES tant que lui il est vivant. D'accord. Mais je voudrais rester sur le succès de votre parti. Vous-même, vous avez dit que l'opposition, ce n'est pas facile. Et moi, j'en sais. Et je vous félicite quand vous êtes dans l'opposition. Mais où avez-vous l'argent pour organiser votre congrès avec telle réussite? C'est la question de tout le temps. Oui, c'est normal, monsieur Satim Abiala. Nous avons présenté le budget du congrès. Oui, mais vous avez eu l'argent où? Mais je vais vous le dire. Oui. Le budget, c'est quoi? C'est des recettes et des dépenses. Les ressources provenaient de quelle origine? Première origine, ce sont nos cotisations. Les militants ont cotisé, et c'est normal, puisqu'ils voulaient un congrès. Deuxièmement, nous avons des élus parlementaires, des députés, des sénateurs, des conseillers, à qui il a été fait l'exigence de cotiser pour... je pense que pour les sénateurs et les députés, pour l'ensemble du congrès, ils n'ont pas cotisé moins de 5 millions chacun. Et vous avez combien de députés? Nous en avons 7 et 4 sénateurs. Et chacun si vous multipliez 5 millions par 11, ça fait 11, ça fait quand même plus d'une cinquantaine de millions. Nous avons la subvention de l'État en tant que parti de l'opposition parlementaire, qui est de 11 millions et poussières par trimestre. Et nous avons demandé et obtenu, c'est notre droit, obtenu du ministre de l'Intérieur une anticipation de 2 semestres qu'il nous a accordé. 11 millions fois 2, ça fait 11 millions fois 2, ça fait un pactole, plus les 50 millions, plus les cotisations des militants. Nous avons eu près de 80 millions et je vous assure, nous avons apuré les comptes du congrès. C'est avec cette somme que nous avons fait notre congrès, le plus modeste financièrement, mais certainement le plus élogieux du point de vue démocratique. Vous savez, M. Satim Abiala, je croyais que vous n'allez pas dire que vous avez eu une avance du ministère de l'Intérieur. Mais il n'y a aucune honte à le dire. Donc vous êtes quelqu'un de honnête. Mais il n'y a aucune honte à le dire. Attendez, M. Smith, oui. vous travaillez chez un patron et vous avez des problèmes à la maison, ou un décès, ou votre enfant qui doit être opéré, vous allez voir le patron pour dire, patron, j'ai des problèmes. J'ai besoin d'une anticipation sur mon salaire. Vous avez volé? Non, vous n'avez pas volé. C'est bien. Alors, votre patron, là, vous a déjà invité à beaucoup de fois. Evo et Dolizy, vous avez fait des consultations politiques. Dolizy en particulier, c'était les recensements administratifs. C'est ça. Vous avez pris part. Oui. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes en train de contester les résultats de cet recensement administratif spécial? Ben écoutez, nous ne contestons pas Evo, nous ne contestons pas la concertation politique de Dolizy, nous contestons une des mesures, la première d'ailleurs qui est appliquée, et qui s'appelle le recensement administratif spécial. Oui, vous le contestez pourquoi? Donc nous ne contestons pas la concertation. Non, ben, l'offre de dialogue qui nous a été présentée a été saisie. Oui. Nous sommes là pour discuter avec le gouvernement. Oui, mais le recensement administratif, quel est votre problème avec? Mais le problème, c'est lequel? Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on organise un recensement administratif spécial au Congo. La première fois qu'il a été organisé est bien organisé. Il n'a pas été contesté en 1997 par Pascal Lissouba, en prélude à l'élection présidentielle de 1997. Nous avons organisé exactement le terme
recensement administratif spécial. Mais vous parlez de Pascal Lissouba. Il était président. Oui, on ne refuse pas. Bien organisé, mais pourquoi il y a eu la guerre? La guerre est venue après, ce n'est pas à cause du recensement. La guerre, mais si vous abordez trop de sujets, on se perdra dans cette émission. Oui. Laissez la guerre du 5 juin. Si vous voulez, on fait une émission sur la guerre du 5 juin et on verra les responsabilités à la guerre du 5 juin. D'accord, revenons. Bon, alors revenons au recensement. Le recensement, ce n'était pas la première fois qu'on organisait un tel recensement. Nous l'avons organisé, nous, avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, hier qui étaient dans l'opposition. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'il y a le travail sur le terrain, les agents recenseurs, les délégués, tout ce travail que vous avez fait, que vous avez vu plus tôt, de bas en haut. Et à côté, nous avons, nous, en 97, mis en place 2 équipes d'experts. Une équipe d'experts internationaux, financée par le PNUD, qui avait la mission d'estimer le corps électoral national et sectoriel, département par département. À l'époque, on appelait régional, district par district. Vous savez, avec des calculs mathématiques, avec la population générale, la population, avec les pondérations que l'on peut faire, c'est facile à trouver. Et il y avait une estimation du corps électoral. Deuxièmement, on a demandé à l'expertise nationale, nos experts en matière de démographie, en matière de statistiques, qui ont prêté serment à la Cour suprême, ont également fait ce travail d'estimation du corps électoral. C'est en 97, ça? En 97. Oui. Et les 2 expertises sont arrivées pratiquement au même résultat, 1 340 000 électeurs estimés pour la population qui était ceux du Congo à l'époque. De sorte que ceux qui sont sur le terrain, quand ils ont terminé le travail, et le rapprochement fait montrer qu'il n'y avait pas de grands écarts, et donc ce recensement ne pouvait être contesté par personne. Nous avons suggéré au ministre de l'Intérieur qu'une telle approche soit retenue pour éviter les contestations. Ce n'est pas parce que l'on dit oui, mais les partis ont envoyé les délégués à la base, ils ont certifié. Si, les délégués là, c'est votre parti qui les a désignés. Mais nous ne les renions pas. Ils ont fait le travail. Qu'est-ce que vous faites maintenant, mais non, ils ont certifié les résultats provisoires. Mais les états-majors doivent se saisir de ces résultats, eux qui ont quand même une vue sur l'ensemble du pays. Notre délégué qui est à Kakamweka, d'accord, il a vu les résultats de Kakamweka, il ne sait pas ce qui s'est passé ailleurs, ainsi de suite. Et donc, il a une légitimité, s'il a signé, il vous envoie, vous ne devez pas contester ce lorsque le président de la République envoie son ministre avec les pleins pouvoirs pour signer en son nom ou un traité ou un accord international, mais quand il vient ici, on le soumet à la ratification du Parlement. On aurait pu dire, le président, à la légitimité du peuple, pourquoi encore le Parlement doit-il ratifier cet accord international? C'est justement pour s'assurer que ce qui a été fait l'a été bien fait. Mais monsieur, et ça ne profitait à personne, ça ne profitait qu'à l'ensemble du pays pour disposer enfin d'un corps électoral fiable. Fiable, ouais. Oui, monsieur le secrétaire général. Mais monsieur Cephas Ewangui dit très bien, quand vous étiez parti là à Dolisie, il n'y avait pas d'écrit quelque part que ces recensements administratifs faits des régions devaient être certifié par vous qui avez une vue à Dolisie. C'était pas Cephas Ewangui en train de mentir? Non, il ne ment pas. C'est vous qui n'avez pas lu les textes. Ce n'est écrit nulle part, il a raison, mais ce n'était pas le débat de Dolisie. Dolisie, c'était un débat politique. C'est pour ça qu'on appelait concertation politique, qui a arrêté des mesures. Oui, mais dans la mise en œuvre qui a produit les recensements administratifs. Oui, laissez-moi parler s'il vous plaît. Dolisie, c'est une concertation politique qui a arrêté des mesures, dont le recensement administratif spécial. Dans l'application, les acteurs de Dolisie ne l'ont pas fait à Dolisie, ils sont venus ici. Et c'est à ce moment qu'on s'est assis pour, d'abord, quelle démarche? Comment on va faire le recensement? Dolisie n'a pas dit comment on allait le faire. On n'a pas dit. On a dit simplement, il nous faut par principe un recensement administratif spécial. Point. M. Ewangui a raison de dire qu'on n'a pas vu ces questions de certification à Dolisie. Oui. Mais on ne pouvait pas les voir là-bas. Mais pourquoi vous avez accepté? Pourquoi à Dolisie, vous n'avez pas dit avant qu'on arrête la première partie? Mais ça va de soi. On n'a pas dit non, donner les modalités? Non, c'est après que vous venez pour aucune mesure. Sur les 15 mesures, on n'a pas défini les modalités. Nous étions sur les questions de principe. C'était un débat politique. Il fallait d'abord, et ce n'était pas gagné, il fallait d'abord arracher le principe d'organiser un recensement administratif spécial. Ce n'était pas gagné. Maintenant, le reste, les modalités d'application de cette mesure,
On vient à Brazzaville et on commence à réfléchir comment on va faire, comment on va procéder. Voilà. Donc ce n'était pas à Dolisie, M. Ewangui, à la fois il a raison, mais à la fois il n'a pas raison, parce que ce n'était pas à Dolisie qu'il fallait prévoir justement ces détails. Ça, ce sont des détails, quoique importants, mais c'était des détails par rapport au débat politique général qui avait eu lieu à Dolisie. Est-ce que, pour conclure notre première partie de notre émission, est-ce que vous ne voyez pas que l'opposition extra-parlementaire a eu raison contre vous qui êtes parti à Dolisie? Non, il n'a pas raison. Pourquoi ils n'ont pas raison? Non, il n'a pas raison, parce que je ne comprends pas cette position de la chaise vide. Alors, nous sommes partis à Dolisie et nous sommes fiers d'être partis à Dolisie. C'est pour ça que nous pouvons critiquer... Vous êtes fiers et vous êtes fâchés maintenant? Vous avez non, fiers de la décision que nous avons prise. On ne le regrette pas, mais on n'est pas fâchés. Nous discutons avec le gouvernement. Nous avons dit qu'il y a une présomption de surestimation du corps électoral dans certaines parties. Et nous avons les résultats. Monsieur, je vais vous dire. Je voudrais que, parce que je voudrais qu'on ne vous interrompe pas, on va observer une interruption publicitaire quand on va venir. Gardez vos chiffres. J'allais vous donner quelques chiffres pour voir que... Vous allez nous donner les chiffres tout à l'heure, parce qu'on est une chaîne privée, et on vit de la pub. Hein. Vous allez nous donner les chiffres et on va voir un peu pourquoi vous contestez, et vous allez donner les chiffres des régions en particulier. Et quand nous allons revenir, nous allons aussi parler du problème de la Constitution. Est-ce que cette Constitution de 20 janvier 2002 est bonne? Est-ce qu'elle doit être révisée? Pourquoi elle doit être révisée? On va aussi demander au secrétaire général de l'UPADS quel est leur projet politique pour les années à venir ou aux élections présidentielles de 2016 si il va être le candidat de l'UPADS. Donc ne quittez pas. Voilà, vous êtes tous sur MN Télévision et l'émission n'a pas changé. C'est toujours le premier secrétaire du parti ou l'UPADS, donc Union panafricaine pour la démocratie sociale. Avant l'interruption publicitaire, je posais la question au premier secrétaire de l'UPADS pourquoi ils ont participé à Dolisie et que peut-être est-ce qu'ils n'ont pas été roulés dans la farine et est-ce que l'opposition extra-parlementaire menée par les Clément Mirassa, Jean-Mathias Mukwege et les autres aujourd'hui sont en train de rire. On dit rira mieux celui qui rira le dernier. Donc vous voyez que... c'est eux qui riront les derniers alors. C'est pas eux qui vont rire les derniers, mais ils ont dit eux ils ne vont pas participer parce que... Participer à quoi? Ils n'iront pas à Dolisie, aux élections. à Dolisie, ou même aux élections, parce qu'ils disent que les élections... C'est leur droit le plus absolu. Oui, mais aujourd'hui, vous les rejoignez parce que vous non, venez... non, on ne les rejoint pas. La première question que j'aurais pu leur poser, c'est mais pourquoi vous critiquez une activité à laquelle vous n'avez pas pris part? Donc ils doivent se taire alors? À la limite, pour eux, c'est un non-événement. Dolisie, pour eux, ça n'a pas existé. Et ce qu'ils demandent, ce sont les États généraux. Oui. Mais ils viennent d'écrire. Oui, non, mais vous avez raison. Ils ont écrit, ils se sont retrouvés, ils sont en train de critiquer, y compris même les détails. Ils ont d'ailleurs un grand statisticien dans le groupe. Clément Mirassa. Qui est un connaisseur. Mais c'est très tentant. Mais et ils devaient, mais très respectueusement, je leur demandais de se taire. Parce que c'est nous qui devons parler. Pourquoi? Mais parce que pour eux, c'est un non-événement. Ça n'existe pas dans leur tête, Dolisie. Et donc, tout ce qui découle de la consultation de Dolisie, ça devait parler. Pour eux, c'est uniquement les États généraux. Il faut qu'on fasse les États généraux. C'est leur droit de penser comme ça. Et nous, on en a dit, il y a une offre de dialogue sur une question précise qui fait également des vagues dans le pays, nous y allons. Nous sommes partis et sur le papier, nous avons obtenu les résultats que depuis 10 ans, nous n'avons pas pu avoir. Vous avez vu à Evo, on n'a pas eu les résultats de Dolisie. Il restait la mise en œuvre. Et la première mesure qui est exécutée, c'est celle du recensement administratif, qui pose des problèmes, c'est vrai. Mais c'est normal. Et nous sommes à l'intérieur, nous n'avons pas dit que nous sommes allés à Dolisie, et tout ce qui va se faire, on se croise les bras, on laisse le pouvoir, le gouvernement, faire ce qu'il a à faire. C'est pas ça. C'est pour ça justement que... Et le gouvernement doit être heureux d'avoir eu en son sein une opposition qui n'est pas une opposition qui est faire valoir. Nous ne sommes pas allés là-bas pour donner une caution, apporter une caution au pouvoir. Nous sommes allés comme partenaires, mais partenaires vigilants, qui regardent l'intérêt général, l'intérêt du peuple. Et lorsque cet intérêt est bafoué,
nous sommes en droit de dire non, on n'est pas d'accord. Et c'est ce que nous disons. Le gouvernement est en train de bafouer l'intérêt général du peuple. Bien sûr, puisqu'on veut donner à notre pays un corps électoral qui est faux. Mais vous, tout à l'heure, vous avez les chiffres à donner. Je vais donner quelques chiffres, oui, pour vous dire. Quelques chiffres que je vais donner, pas sur l'ensemble. Il y a eu 94 circonscriptions dans lesquelles on a fait le recensement. Je ne peux pas ici, 94, c'est 2 heures ou 3 heures du temps. Je vais vous donner quelques indications, mais ce n'est pas seulement là, mais c'est peut-être les plus criards. Dans le département d'Alikwala, Enyele, selon les résultats que nous avons, a 28 012 électeurs. Et sur les 28 012 électeurs, 26 000 ont été recensés sur témoignage, c'est-à-dire sans pièces. Et nous comparons, parce que nous avons un référentiel, c'est le recensement général de la population de 2007. Et Niélé avait une population, en 2007, de 21 193 habitants. Ça fait 6 ans. 2007 et 2013, année à laquelle on a fait le recensement, il y a forcément une pondération, puisqu'il y a un accroissement de la population. Mais pour que Enyele ait un corps électoral, tel qu'il est présenté aujourd'hui, de 28 012 électeurs, pour une population en 2007 de 21 000, il faut que Enyele ait plus que doublé sa population, et qui correspondrait alors à 56 000 habitants pour avoir ce corps électoral. Parce que c'est universel, ce sont les standards connus en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Le corps électoral est plus ou moins la moitié de la population de la localité. Plus ou moins. Mais ce chiffre que vous donnez là a été certifié par vos délégués qui étaient là-bas. Mais ce n'est pas une certification absolue. Ils ont signé, nous avons des rapports. Donc vous mettez en doute ce que vos délégués ont fait, parce que dans les Likwala... Mais nous nous réservons le droit en tant que direction du parti de dire certainement que notre délégué a manqué de vigilance. Il faut quand même que nous nous réservions ce droit. Et nous constatons ça. Et vous croyez que c'est crédible pour notre pays? Demain, si on annonce des chiffres comme ça, c'est crédible pour notre pays. Mais qu'est-ce qui vous fait peur en ce chiffre-là? Non, il ne fait pas peur, il n'est pas crédible, ce n'est pas la peur, il n'est pas fiable. Or, Dolizy, c'était... Vous devez vous en prendre à votre délégué qui n'a pas été vigilant, selon vous, ou naïf. D'accord, mais quand on a dit ça, quand on lui a relevé les bretelles, ce pauvre délégué, mais après on ne dit pas, puisque notre délégué est parti, bon, peu importe, on laisse passer ça. C'est monstrueux, nous ne pouvons pas le faire. Et je peux égrener les exemples comme ça. C'est ça le problème. C'est là votre pomme de discorde avec votre partenaire. C'est ça la pomme de discorde. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sur ces deux exemples que vous avez? Qu'on revoie ou bien sûr, nous avons dit qu'on certifierait au Cap. D'abord, il faut accepter, et le ministre de l'Intérieur l'avait déjà lui-même accepté, que, effectivement, in fine, après le travail des délégués, il faut que les états-majors se saisissent de ce travail-là. Il avait déjà dit le 16 janvier. Oui. Il s'est repris, c'est son droit de se reprendre, mais nous avons noté qu'il y a malgré tout en nous l'exigence de certifier, après nos délégués, de certifier les listes électorales. Lorsque nous aurons dit oui, lorsque nous aurons donné cette caution politique, Monsieur Smith, vous ne voyez pas que ce sera bien plus crédible, ce corps électoral que nous allons publier, puis ce sera avec nous l'opposition républicaine qui a travaillé. Mais vous imaginez que si on proclame ces résultats que nous contestons, et nous avons dit le gouvernement, c'est une présomption que nous avons, mais le gouvernement peut avoir des éléments pour nous dire non, voilà ce qui a été fait, c'est juste. Nous, c'est justement cette vérification. Donc, là, vous pensez que c'est pas... Donc, si je vous entends bien, si le gouvernement ou le ministère de l'Intérieur, parce que c'est lui qui organise, s'il vient vous démontrer que, normalement, les chiffres de Enyele et de la Likwala sont justes... Il y a presque tous les départements du Nord. Il y a la Cuvette, les Plateaux, la Likwala. Il y a une explosion du corps électoral. S'ils ont des explications à nous donner... Et vous, qu'est-ce que ça vous fait penser? C'est fait sciemment ou pas? Nous n'avons pas à penser, nous constatons. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière la tête, nous n'en savons rien. Mais le principe à Dolizy, puisque... Dans l'erreur dans tout ça, ou les explosions du corps électoral, ça s'est fait uniquement dans le nord du pays. Oui. Dans le sud, dans tout le sud, le corps électoral a été minoré. Vous pouvez voir les résultats. Évidemment, c'est un débat qui n'est pas bon, mais... Peut-être, non, il faut, ici on débat tout. Peut-être les gens du nord restent plus chez eux, et puis les gens du Sud sont plus migratoires. Peu importe. C'est ça qui explique qu'il y a la fluctuation. Mais non, mais c'est pas... Est-ce que vous n'avez pas pensé à ça aussi? C'est pour ça que nous disons que c'est une présomption. La présomption. Vous voyez, on accuse quelqu'un d'avoir volé. Mais tant qu'on n'a pas réuni tous les éléments pour affirmer
qu'il a volé, il reste toujours dans la présomption. Donc pour nous, c'est une présomption grave que l'on ne peut pas avoir ces résultats-là. Même s'il y a eu les flux migratoires, tout ça c'est calculé, même les flux migratoires. Vous savez, on nous a pondu une raison, dans la Likwala, puisque c'est là où il y a un problème, dans la Likwala, on n'avait jamais pris en compte la population autochtone. Et c'est ça qui expliquerait ces chiffres. Mais nous avons le recensement général de la population qui intègre les populations autochtones. L'ensemble du pays, la population autochtone sur l'ensemble du pays est de 42 000, 43 000 autochtones, peuples autochtones. 43 000 sur l'ensemble du pays. La Likwala, c'est le département qui en a plus. Parce qu'elle a 13 000 sur les 43 000. 13 000. Vient la Likoumou qui a 11 000. Mais ce problème ne se pose pas dans la Likoumou, là où il y a des peuples autochtones. Donc, en vous entendant parler, le gouvernement fait ça sciemment pour faire un favoritisme à la région du Nord. Je ne fais pas cette conclusion, mais je dis qu'il y a un problème là-bas. Oui, mais quelle est la raison? Moi, je ne peux pas... Quand vous dites que ça s'est passé uniquement dans la région du Nord, ça veut dire que quelque part... particulièrement dans la partie nord du pays, où il y a une explosion du corps électoral. Et au vu des chiffres, on peut le constater. Il y a une explosion du corps électoral, presque dans toute la partie nord du pays, et curieusement, et dans la partie sud, il y a une sous-estimation du corps électoral par rapport aux chiffres antérieurs. Donc ça pose problème. Est-ce que vous ne faites pas ça parce que votre base est dans le sud et vous avez peur que vous allez perdre? Non, voyez, quand on aborde dans notre pays, vous savez, dans notre pays, on voit les problèmes qu'en termes de nord-sud. C'est pour ça que moi, ça me gêne parce que je n'ai pas ce débat. Bon, alors il faut qu'on en parle, puisque sinon on en fait un tabou. On ne parle pas de l'Est, on ne parle pas de l'Ouest, c'est toujours nord-sud. Bon, mais là, il se trouve que, malheureusement, les zones incriminées se trouvent dans la partie nord du pays. Mais on peut le constater, les chiffres sont là. Mais pour une on ne les a pas inventés. Mais là, vous partagez les points de vue de vos amis de collectif de l'opposition. Non. Moi, parce qu'eux aussi, ils contestent. Et ils n'ont pas à contester, ce n'est pas leur affaire. Oui, ils doivent se taire. Oui, bien sûr. Ils ne doivent pas parler. Non, pour eux, c'est un non-événement, il n'y a pas de recensement. Puisqu'il n'y a pas d'Olisie, pour eux, d'Olisie n'existe pas. Donc, il ne peut pas avoir de recensement. Mais monsieur Mabé, est-ce que ce qui vous fait peur, ce n'est pas le problème de la Constitution? Vous pensez que ce recensement-là va aboutir au référendum, et le référendum, comme vous êtes contre le changement de la Constitution, vous allez perdre? Je ne sais pas du tout moi, je ne rentre pas dans les intentions, les calculs politiciens. Je dis simplement, nous constatons que ce travail que nous avons fait ensemble pose problème dans certaines parties. Et on peut le regarder chiffre par chiffre dans l'analyse qui est faite. Maintenant, si le pouvoir, c'est vous qui le dites. Je pose une question. Oui, mais je ne réponds pas. Moi, je ne réponds pas. Pour le moment, à Dolisie, nous avons dit qu'il nous faut arriver maintenant à la réalisation d'un corps électoral fiable, qui n'est pas contesté. Vous imaginez, si nous sortons de ce recensement avec une contestation de l'intérieur, ce n'est pas crédible ce corps électoral qu'ils vont publier. Si le pouvoir fait un passage en force, je ne sais pas, mais quelle est la crédibilité de ce corps électoral? C'est ça. Donc, ceux qui le critiquent de l'extérieur, qui eux n'ont pas pris part, à la limite, je dis, de quoi je me mêle? Vous n'êtes pas là. Peut-être veut qu'on recommence encore un autre débat, un autre Dolisie bis. C'est pas ça qu'ils demandent, ils n'aiment pas les conseils, ils veulent des états généraux. C'est-à-dire la réunion de toutes les forces vives du pays pour mettre tout à plat sur la table, et voilà, il n'y a que ça qu'ils demandent. Et vous êtes contre? Non, mais je dis, ce n'est pas notre démarche. Ce n'est pas notre démarche. Mais alors, pour en finir avec ce problème de recensement administratif spécial, vous proposez quoi? Alors, nous avons demandé au ministre de l'Intérieur d'une certification par les états-majors au cas par cas. Donc, on n'a pas tout rejeté, au cas par cas. Un. De deux, qu'il faudrait qu'on nous explique comment, dans une localité, en quelques 6 ans, la population peut avoir doublé, quelquefois triplé. Il faut qu'on nous explique. C'est le taux de natalité là-bas. Mais non, mais parce que tout ça, ça se calcule. Nous avons fait ces calculs. Nous avons fait les pondérations. On prend la population d'une telle localité en 2007, parce que notre référentiel, c'est 2007. Il y a eu un recensement général de la population et de l'habitation. Donc, tous les plans de développement du pays se fondent sur ce recensement. Les chiffres que nous avons, ce sont les chiffres du ministère du Plan. Ce n'est pas nous qui les inventons. Donc, nous avons les chiffres de 2007.
à partir desquels nous avons fait des pondérations pour tenir compte de l'accroissement naturel en 6 ans. Ça ne donne pas une multiplication ou un doublement ou un triplement de la population. Or, le corps électoral qui est donné dans ces partis, s'il est prouvé, il faut alors que la population ait ou doublé ou triplé pour avoir ce corps électoral. C'est ça que je dis. D'accord. Et maintenant, on va venir sur un autre problème, sujet brûlant de la société, c'est le problème de la Constitution. Ouais. Pourquoi vous êtes contre la modification d'une Constitution qui fait que le président actuel est comme un roi? Il décide de tout, rien ne peut se faire. Pourquoi on ne peut pas changer cette Constitution? Commençons d'abord par la révision, parce que tout ça aussi se débat. Est-ce que c'est la révision? Est-ce que c'est le changement? La révision, elle est prévue par la Constitution elle-même, qui a dit l'article 57, l'article 185 ne sont pas sujets à révision. Donc c'est verrouillé dans la Constitution. Donc juridiquement, on ne peut pas procéder à une révision. Maintenant, on dit, si l'on ne peut pas réviser la Constitution, mais on peut la changer. On peut la changer. Et j'entends les dirigeants du PCT, qui sont au PCT, ou qui sont au parti, ou qui sont au gouvernement, dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors là, on peut changer la Constitution. Mais changer la Constitution, il faut une opportunité politique. Il faut expliquer pourquoi on doit changer la Constitution. Et pourquoi on place ce changement à 2 ans de la fin du 2e mandat du président Sassou, président de la République actuelle. Il y a des questions que l'on pose. L'opportunité politique, elle est où? Toutes les fois qu'il y a eu une constitution dans notre pays, depuis 1961, c'était le résultat d'un événement bouleversant dans le pays. En 1961, on est sorti des événements de 1959, où il y a eu la première guerre fratricide, avec une constitution qui était une constitution teintée un peu encore du parfum colonial. Et en 1961, le président Youlou a soumis à référendum la première constitution, parce qu'évidemment, on passait aussi d'un système presque néocolonial à un système, j'allais dire un système maintenant indépendant, d'indépendance. Et nous avons gardé cette constitution jusqu'au moment où on fait la révolution. En 68. Non, la révolution en 63. 63, pardon. Il y a un bouleversement dans le pays. Cette constitution était caduque. Oui, et on a changé la constitution. Exactement. Mais sans vous interrompre, monsieur, cette constitution qu'on veut changer, qu'on dit réviser ou changer, je ne sais pas, mais je sais que d'autres veulent qu'on change. Et on dit que c'est une constitution taillée sur mesure par les vainqueurs, dont le Parti social. Il se trouve que ce sont les vainqueurs eux-mêmes qui veulent la changer. Oui, ils veulent la changer parce qu'ils ont vu que ce n'est plus la réalité. Vous ne voyez pas que quand vous avez même vous avez dit, Youlou ne voulait plus d'une constitution taillée sur mesure avec les connotations coloniales. Peut-être eux aussi, les vainqueurs, ils vous ont battu en 97. Attendez, ils nous ont battus quoi? Par les armes, c'est ça, non? Oui, par les armes. Il faut le dire. Non, avec l'appui des troupes étrangères. Hein. Mais vous aussi, vous avez les troupes étrangères. Nous n'avons pas de troupes étrangères. L'UNITA était... Mais jamais, ça n'a jamais, voyez, une comédie comme ça. L'UNITA n'a jamais envoyé un seul soldat à Pascal Lissouba. Ça a été vérifié, oui. Mais parce qu'on dit que votre chute, c'est parce que vous êtes parti voir l'UNITA. C'était comme vous avez agité le chiffon rouge devant un taureau. Pas du tout, pas du tout. Eduardo Santos s'est fâché. Notoirement, ils ont eu l'appui des Tchadiens, ils ont eu l'appui de l'armée angolaise. L'armée angolaise, bon, avec moyens militaires, tout. Ils ont gagné la guerre. Oui, ils ont gagné. Mais ils ont gagné avec l'appui des forces étrangères. Mais vous aussi, vous en avez les forces. Nous n'en avons pas eu, M. Smith. Vous comptez sur vous-même. Nous comptons sur nous-mêmes. On n'avait pas besoin, justement, d'ameuter le monde entier pour une question intérieure, une question nationale. Nationale. Mais je reviens sur le problème de la Constitution, là. Oui. Eux, ils disent que ce n'est plus le Congo a changé entre 15 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils veulent une constitution qui reflète la démocratie congolaise. Et vous, vous dites que mauvaise constitution... Vous voulez dire qu'en 2002, il n'y avait pas la démocratie? Mais c'était post-conflit. La réalité congolaise en 2002 et aujourd'hui n'est plus la même chose. La constitution américaine a 2 siècles, un peu plus de 2 siècles. Mais la société américaine a changé. Oui, mais c'est les États-Unis. Ce n'est pas le Congo. C'est un pays. Mais attendez, c'est un pays. On ne peut pas comparer un pays qui a dans 12 ans, nous sommes un pays émergent. Donc nous allons, pays émergent dans 12 ans. C'est du sarcasme ou vous croyez que ça serait vrai? Vous êtes sarcastique? Non, je reprends les discours officiels. Dans 12 ans, nous devenons un pays émergent. C'est-à-dire que nous avons le stade de développement des BRICS, du Brésil, de la Russie, de l'Afrique du Sud, de l'Inde. Voilà ce que nous serons. Mais 12 ans, c'est demain. Ça veut dire qu'y compris mentalement,
Du point de vue des valeurs démocratiques, nous devons nous rapprocher de ces peuples-là. Exactement. Donc, mais on ne change pas la Constitution parce qu'on veut la changer. Vous ne voulez pas qu'on change. Mais non. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on change? Mais parce que ce n'est pas opportun. C'est une question d'opportunité politique. Mais je vais vous poser une question honnête. Est-ce que, quand vous regardez cette Constitution, oui, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Vous ne me répondez pas oui ou non. Mais écoutez, moi je dis qu'il y a une question d'opportunité politique pour changer. Maintenant, si on veut le débat sera. On le fait après 2016. Parce que maintenant, ce ne sera pas serein. Donc, ça ce débat sera... Même si c'est une mauvaise constitution, ce n'est pas grave, on continue après 2016. C'est dans 2 ans. C'est-à-dire que, je dis, il faut une opportunité politique. Donc après, toutes les fois, M. Smith, toutes les fois dans notre pays qu'on a changé de constitution, ça considère un événement majeur dans le pays. D'accord. Où on a fait un coup d'État, plusieurs coups d'État. Il y a d'abord la loi fondamentale et puis il y a une constitution qui vient légaliser. Donc, il n'y a pas d'opportunité politique. Maintenant, comme c'est à 2 ans de l'élection présidentielle, je pense que ce débat, il est indécent de l'engager maintenant. Mais est-ce que et même les esprits sereins n'y arriveront pas à faire le véritable débat constitutionnel que l'on attend. Donc, pourquoi on est si pressé? Mais M. Mabiala, est-ce que votre problème, ce n'est pas parce que vous faites une fixation sur le président de la République? Pas du tout. Non, pas de fixation. La fixation, c'est la constitution actuelle qu'il s'est donnée lui-même et qui fixe le nombre de mandats à 2. Et donc en 2016, une fois de plus, voyez-vous le ton avec lequel nous nous exprimons. Nous sommes à l'intérieur des institutions. Donc après, il y a un travail formidable qui a été 2016, on peut changer. Parce que le débat sera plus serein après 2016. Si on fait le débat actuel, on regarde la personne, forcément on regarde la personne du président, on dit on le fait pour lui. Or, le président Sassou, vraiment, s'il veut sortir de belle manière, de manière élégante, ce n'est pas aller rechercher un 3e mandat. Sous quelque forme que ce soit. Mais par la révision ou par le changement de constitution. Ce n'est même pas lui qui demande, monsieur. Mais qui a demandé? Monsieur le ministre Pierre Mabiala. Excusez-moi de ne pas rire. Pourquoi vous allez rire? Il était avec vous au UPADS. Il est aujourd'hui ministre de ministre foncier. C'est la population du Niari. C'est la base, c'est comme De Gaulle en 58. Hein, vous faites le parallèle. C'est comme le De Gaulle en 58. C'est le peuple qui demande ça. Donc vous êtes au-delà du peuple. Vous vous moquez de Mabiala peut-être. Non. Pourquoi vous riez? Non, attendez. Excusez-moi. Oui. Donc Mabiala vous fait... Il a fait un référendum, quoi. Il a une consultation dans le Niari. Oui, et c'est lui... Mabiala, c'est une élite du Niari. Et par hasard, c'est un ministre de la République, un ministre du président Sassou, qui lui vient dire, j'ai consulté la population du Niari, unanimement, cette population demande au président de réviser la constitution pour qu'il y reste ad vitam aeternam. Oui. C'est sérieux ça? Vous croyez que c'est sérieux? Comment c'est pas sérieux? Mais c'est pas sérieux. Un ministre de la République, donc il n'est pas sérieux, Mabiala, alors? Non, ce qu'il a fait n'est pas sérieux. S'il est sérieux, mais ce qu'il a fait et dit, je ne pense pas que ça soit sérieux. D'ailleurs, c'est tout ça la décence. Les chefs. Pourquoi? Les chefs. Finalement, les chefs n'ont pas parlé. Pourquoi ils n'ont pas parlé? Mais parce quand lui pas, il consulte les chefs, le ministre des fonciers. Non, vous savez, pour le détail, je vais vous le donner. Oui, le diable est dans le détail. Les fameux sages à qui on a voulu faire porter cette responsabilité n'en sont pour rien. Ils n'ont jamais écrit un tel document. Ils ont donné un document au président demandant que le président il reste... Non, je peux vous le dire, et vous pouvez le vérifier, ce ne sont pas les sages. C'est M. Mabiala, le ministre, tout le respect que je dois au ministre de la République. Mais c'est indécent. Le président est là. Mais pourquoi le président lui-même ne le dit pas finalement? Parce qu'on peut aussi penser, imaginer qu'en réalité c'est le président qui veut le dire, mais qu'il le dise. Et si ce débat doit avoir lieu, mais que ce débat ait lieu, d'abord au sein de la classe politique, que lui l'annonce, qu'il a l'intention de changer la Constitution, mais pas passer par des sages ou par les ministres qui auraient interrogé... Non, le président il est au-delà de tout ça. Au-delà de quoi? Et au-dessus de tout cela, il est parti visiter une région. Non. Et Pierre D'abord, la Constitution actuelle ne le met pas au-dessus. Ah bon? Non. La Constitution... Le régime présidentiel tel qu'il est ne met pas le président au-dessus de la mêlée. C'est le régime parlementaire qui met le président au-dessus de la mêlée. Or, ils ont refusé le régime parlementaire. Ou semi-présidentiel à la limite. La Constitution de 92 mettait d'une certaine manière le président au-dessus de la mêlée. Mais le régime présidentiel, c'est le président qui est au four et au moulin. Il n'y a pas de premier ministre. Donc en fait, si on voulait même appliquer cette Constitution, c'est le président qui répondrait devant le Parlement. Ah bon? Oui. Mais aux États-Unis, le régime présidentiel, si on doit faire des parallèles,
Mais le président des États-Unis vient au Congrès pour demander les crédits, pour demander qu'on vote le budget. Il vient, c'est lui. C'est ça qui fait que les ministres ne viennent pas chez vous? Je ne sais pas du tout. Mais donc, enfin, vous ne voulez pas le changement de la Constitution? Parce qu'il n'y a pas d'opportunité politique. Il n'y a pas d'opportunité politique. C'est ça. Voilà, donc... Parce que pour changer, il faut le justifier par un événement dans le pays, on doit changer la Constitution. Et ensuite, il faut attendre véritablement qu'il y ait une demande pressante. La seule Constitution consensuelle dans le pays, c'est celle de 92. Alors, et le président et le pouvoir, le PCT, a défendu bec et ongle que l'on ne touche pas à une disposition de la Constitution de 92. C'était d'ailleurs le cheval de bataille. Mais si cette Constitution... Mais parvenus au pouvoir, tout ce qu'ils ont fait, c'est déchirer cette Constitution, la jeter dans les tiroirs. D'accord, donc et ça, ils nous ont sorti donc un si régime présidentiel fort. Si j'entends bien, la seule Constitution, c'est celle de 92, donc celle-ci n'est pas une bonne Constitution, donc on reva au... Non, j'ai dit la seule Constitution consensuelle. Voilà. C'est-à-dire consensuelle. Donc, celle qui ne porte pas la marque du président, c'est la Constitution de 92. Parce que Pascal Lissouba arrive et on lui donne comme des clés d'une maison déjà construite. Et il était tenu d'appliquer cette Constitution. Or, tous les chefs d'État du Congo, y compris le président Sassou, chacun s'est donné sa Constitution. Chacun s'est donné sa Constitution. Alors, donc, franchement, que nous allions, même pour la respectabilité du pays. Parce que 2016 sera un grand rendez-vous pour le Congo. C'est de prouver que nous avons mûri, que nous sommes aujourd'hui un pays qui avance inexorablement vers la démocratie. Et le président Sassou lui-même en particulier devait en apporter la preuve de ce que d'ailleurs il assène aux autres à l'extérieur. Le respect des institutions. Il n'y a pas d'hommes forts, ce sont les institutions qui sont fortes. Et j'entends dire, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un capable de remplacer le président Sassou? Le président Sassou, je crois qu'il a donné le meilleur de lui-même. Il faut le féliciter, il faut le reconnaître. Je crois que l'heure de la sortie est arrivée. Et il devait saisir cette occasion, cette opportunité pour quitter, mais avec panache, le pouvoir. Et vous voulez qu'il quitte avec panache le pouvoir, mais en même temps, vous reconnaissez que la Constitution n'est pas bonne. La Constitution consensuelle, c'est 92. Oui, mais on ne va plus revenir puisqu'ils l'ont abrogé. C'est eux qui l'ont abrogé. Ils l'ont abrogé. Mais je vais demander à la réalisation de lui donner encore du temps. Parce que maintenant, l'opportunité politique, si après l'élection de 2016, dans le calme, dans la sérénité, le président qui sera élu pense qu'il y a un débat constitutionnel, parce que ça ne s'impliquera pas, ça ne donnera pas cette impression qu'il le fait pour lui. Or qu'aujourd'hui, à 2 ans de la fin du mandat du président Sassou, si on fait un débat constitutionnel, écoutez, c'est bien clair que l'on fait pour lui. Est-ce que vous serez... Et nous n'aurons pas un véritable débat. Est-ce que vous serez candidat en 2016? On n'en est pas encore là. Je crois que c'est trop tôt, on a 2 ans, être candidat. Et puis la décision appartient au parti. Ah bon? Comme vous avez fait pour le Congrès, on va faire une élection primaire. On verra d'abord. Et au cas où vous êtes candidat, vous avez un programme politique? Nous avons un programme politique. Laquelle? Le programme politique de Pascal Lissouba que nous allons réactualiser. Pascal Lissouba a eu un rêve qui a été brisé. Il a eu un rêve qui a été brisé et nous prendrons l'essentiel de son programme, et bien sûr qu'il faut dépoussiérer, parce que 92-97, il y a une vingtaine d'années, le monde a changé, le Congo également a changé, donc il y a forcément des éléments nouveaux, mais l'ossature, c'est le programme de Pascal Lissouba, dont il a fait un rêve. Il a fait un rêve pour le Congo, pour ce pays. Comme il avait promis d'échanger le Congo à une Suisse. C'est vrai, il aurait pu le faire. Mais il a laissé à une petite Yougoslavie. Vous savez, vous êtes toujours revenu sur la guerre. Non, mais on va en parler. Sur la guerre. Parce que vous voulez revenir sur un programme qui vous est amené à la guerre. Mais ce n'est pas le programme. Mais la guerre, attendez. Mais la guerre, on fait la guerre à 2. Si on fait la guerre, c'est à 2. Si vous ne voulez pas la guerre, il ne peut pas avoir la guerre. S'il n'y a qu'un seul qui veut de la guerre, il ne peut pas avoir la guerre. C'est ça. Et la paix aussi, on fait la paix à 2. Or qu'aujourd'hui, la paix, c'est le président Sassou. Mais la guerre, ce n'est pas lui. La paix c'est le président Sassou. Se sont appropriés la paix, c'est lui seul la paix. Mais ça veut dire qu'il c'est celui qui a fait la guerre aussi. S'il s'approprie la paix, il faut qu'il s'approprie la guerre aussi. Les événements, pour comprendre le déclenchement de la guerre du 5 juin, il faut remonter à 92 dès que Pascal Lissouba prend le pouvoir. Et vous allez voir,
Tout ce qui s'est passé entre le 31 août 92, au moment où il prête serment, jusqu'à la motion de censure, jusqu'au déclenchement des premières hostilités, jusqu'aux événements de Bakongo. C'est tout ça qui a conduit le pays. Oui, je veux comprendre, c'est tout ça. Est-ce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas voulu respecter le pacte de celui qui a fait que vous gagnez les élections? Quel pacte? C'est le PCT avec Sassou qui a fait que sans lui, vous ne devez pas être au pouvoir. Mais pourquoi lui-même n'a pas gagné? Il aurait pu gagner. Ne ça peut arriver qu'il ne gagne pas, mais il est faiseur de roi. Et vous n'avez pas voulu respecter. Mais je vous dis, aujourd'hui, regardez, il ne faut pas lui en donner trop. Moi, je le respecte beaucoup, le président. Je pense que lui-même sait que le président Souba aurait pu être élu avec ou sans l'appui du PCT. Et pourquoi Parce que le PCT n'a pas dans sa poche les électeurs du Nord, c'est ça. Si le président Lissouba pouvait, pourquoi il a alors accepté les propositions du PCT? Mais écoutez, il n'y avait pas de raison de les repousser. Il a accepté. Écoutez, vous êtes dans une situation où on dit, bon, on vous apporte un soutien, quel qu'il soit. Et il n'y a pas que le PCT. Nous avons reçu entre les deux tours le soutien de Yombi Opango, candidat. Le soutien de David Charles Ganao, candidat. Le soutien de... Combien de candidats? David Charles Ganao, Yombi représentait quoi en termes de chiffres? Ah, je regrette. Voilà. Ils n'étaient certainement pas en meilleure position par rapport au PCT. Oui. Mais si vous faites l'addition de tout ça, les petites rivières font les grands fleuves. Tous les petits scores de Ganao, de Yombi, ça pouvait donner les résultats. Peut-être pas de 62%, mais on arrivait à 51%, il était élu. Il était élu. Oui. Mais là, vous êtes un peu en contradiction avec M. Mbéri Martin. Il est venu ici, il a dit que c'est grâce à lui et le président Sassou qui a fait que le président Lissouba devient président. Et il a encore ajouté que M. Lissouba est un aventurier. C'est injurieux. Je n'aime pas ces mots. Vous voyez, tout le temps que je suis resté, je n'ai pas prononcé un mot. Non, moi, je suis content que vous êtes là, mais dites-nous. Parce que alors, attendez. Mbéri Martin a dit... M. Mbéri Martin, il y a deux choses. Il dit Pascal Lissouba est un aventurier. Pourquoi avoir travaillé avec un aventurier? Il est venu aider l'aventurier. Parce que sans lui, Pascal Lissouba ne devait pas être président de la République. Avec président Sassou. Ah bon? Parce qu'il m'a dit c'est des maoïstes, tous c'est des anciens communistes. On a même vu dans un documentaire sur Marine Ngouabi. C'est indécent tout ça. Comment c'est indécent? On ne peut pas avoir été collaborateur. Vous savez, il revendique d'ailleurs, le compagnonnage avec Pascal Lissouba. Il le revendique. Il dit qu'il lui. Donc des années, puisqu'il est le mentor. Il situe, il ne peut pas être le mentor. Non, le mentor, c'est Pascal Lissouba, s'il vous plaît. Il peut être certainement celui qui a apporté les seaux d'eau à Pascal Lissouba, mais il ne peut pas être le mentor. Excusez-moi, je ne veux pas l'insulter. Il ne peut pas. Non, ça c'est très grave ce qu'il dit, je vous assure. C'est très grave. Je ne sais pas si Martin Mbéri, s'il s'entend parler des choses aussi graves, aussi monstrueuses. Et je crois que ça ne le sert même pas. Il doit changer de discours. Alors, on ne peut pas avoir fait un compagnonnage avec quelqu'un depuis 63, dit-il, jusqu'à la fin de la guerre. Cet homme, alors, il a constaté qu'il est aventurier quand? Pour l'avoir soutenu, pour l'avoir suivi pendant toutes ces années. Comment ça? Ensuite, quand on arrive aux responsabilités, mais Pascal Lissouba est élu par des Congolais. Ils n'ont pas fait un coup d'État avec le président Sassou pour dire « Nous avons fait un coup d'État et nous sommes allés prendre cet aventurier pour le placer au pouvoir ». Il a été à la conférence nationale, il est venu à la conférence nationale. Il a participé, comme tous les Congolais, soucieux du devenir de son pays, il est venu à la conférence nationale. Il s'est porté candidat au poste de Premier ministre à la primature. Il a été battu démocratiquement par André Milongo dans une salle. Il a dit, je prendrai ma vengeance devant le peuple congolais. Il s'est préparé. Mbéri Martin à côté, il s'est préparé. Mais c'est lui, Pascal Lissouba. Nous étions tous les lieutenants qui suivons. Alors, cet aventurier, à quel moment il constate que Pascal Lissouba est aventurier? Alors il dit, c'est nous qui avons fait de lui un président. Mais le peuple congolais a fait quoi alors? Mais maintenant, s'il est... Vous savez, mais après Pascal Lissouba, eux qui sont les faiseurs du roi, parce que le président Sassou est devenu président de la République, d'accord. Mais lui, qu'est-ce qu'il a pu faire? Puisqu'il a construit Pascal Lissouba, puisqu'il a fait Pascal Lissouba, c'est lui qui l'a sorti du néant, ce pauvre aventurier. Vous savez, il a tenté lui aussi, mais dans son petit patelin à Mouyonzi, c'est même pas sur l'ensemble du pays. Pour se faire, il n'arrive même pas à se faire élire à Mouyonzi dans son patelin. Il veut se mesurer à Pascal Lissouba. Je pense qu'il n'atteint même pas la cheville en ce moment-là. Vous l'insultez. Soyons sérieux. Vraiment, je suis peiné de dire des choses comme ça, mais comment Martin Mbéri peut-il se permettre une telle outrance
à l'égard de son aîné, à l'égard de celui qui l'a suivi pendant des années. Il a la liberté d'exprimer. Il a dit, il dit l'aventureux parce qu'il a mené le Congo à la guerre. Bon, alors, la guerre, parlons-en. Mais il était collaborateur, il était ministre de l'Intérieur. Il avait promis qu'il va faire du Congo une petite Suisse. Pourquoi vous revenez sur la guerre? Il a laissé la guerre, le jour... Pas de route, rien, catastrophe totale pendant 5 ans. Vous dites des choses... Je ne sais même pas ceux qui nous écoutent ne comprennent pas d'ailleurs ce jugement. Je pose la question. Pascal Lissouba fait 5 ans. Oui. Il prend le pays, après la conférence nationale, dans une situation économique et sociale exsangue. Et c'est la conférence nationale qui a présenté ce Congo dont lui, il va hériter. Tout était bloqué. Et c'est le président Sassou, le prédécesseur. Donc, il hérite de quel Congo? De quel Congo? Et on veut qu'en 2 ans, c'est fini, qu'il y ait un mirage. Mais quand on veut construire une maison, vous avez un projet de construire une maison, on commence par quoi? C'est pas par le toit. C'est pas par mettre la peinture, c'est pas par mettre le staff. On commence par les fondations. Une maison solide, ce sont les fondations. Et Pascal Lissouba, dès qu'il est élu, il s'est attaqué aux fondations. Mais quand vous faites les fondations, d'abord vous avez mis les tôles. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Les fondations, ça peut prendre 1 an, 2 ans pour faire les vraies fondations. Surtout si vous voulez faire une grande maison à plusieurs niveaux, c'est les fondations. Il s'est attaqué dans ce Congo malade dont il hérite en 92. Il dit il faut d'abord les fondations de ce Congo moderne. Les fondations, c'est quoi? Il faut que le pays retrouve sa stabilité économique. Il faut que le Congo retrouve sa crédibilité sur les marchés financiers. Et comment pouvait-il le faire? Nous ne pouvons même pas prétendre à quelques subsides, ni des partenaires multilatéraux, ni des partenaires bilatéraux. Les portes étaient fermées. Et ce n'est pas lui qui les a fermées. Donc vous voulez qu'il construise les routes avec quoi? Et il a dit, bon, mais il faut que je trouve de l'argent. Tout ce que nous avons aujourd'hui, parce que le Congo, on dit tant de choses, les routes se construisent, oui, mais avec quoi? Avec l'argent du pétrole. Enlever le pétrole, le Congo est en cessation de paiement demain. Mais le pétrole, les profits actuels qui donnent tant d'argent au Congo, mais ce sont les fondations que Pascal Lissouba a bâties. Et ça, on ne le voit pas. Le petit Congolais ne peut pas le voir. Le petit Congolais ne peut pas le voir, mais je voudrais qu'on conclue. Est-ce que vous voyez bien cela? Le travail titanesque que Pascal Lissouba a battu et qui donne les fruits aujourd'hui. Et les fruits qui nous permettent de construire les routes, c'est bien pour le président Sassou. Je crois que c'est peut-être aussi sa chance d'arriver au moment où le pays peut engranger des bénéfices colossaux pour ses ressources pétrolières. D'accord. Pour conclure notre émission... Et quel président à sa place ne ferait pas avec tant de ressources? Avec tant de ressources, pourquoi on ne construit pas les routes? D'accord. Pour conclure notre émission, je vais vous poser une question pour conclure. Pour la Constitution, vous êtes pour ou contre son changement? Je vous assure, je vous le dirai toujours, ni changement, ni révision de la Constitution, parce que juridiquement, ce n'est pas possible. Mais politiquement, il n'y a pas d'opportunité pour changer de constitution. Il n'y a aucune raison. Maintenant, ils disent, le régime, le président, il y a trop de pouvoir, il y a trop de pouvoir. Non. Mais il s'est donné des pouvoirs. Il se donne des pouvoirs qui ne sont peut-être même pas constitutionnels. Dans les pouvoirs que le président. Dans les pouvoirs du président actuel. Il y a des pouvoirs qui ne sont pas constitutionnels qu'il s'est donné lui-même. Ce n'est pas la Constitution qui les dit. Comme laquelle, par rapidement? Le président peut emprunter 100 milliards à la Côte d'Ivoire, peut emprunter 20 milliards à tel pays. La Constitution ne lui donne pas tous ses droits. Et sans même en informer le Parlement. Et on apprend par la voie de la presse, comme ça, et même pas le respect du Parlement pour dire d'où vient cet argent d'ailleurs que l'on donne. Parce qu'il n'y a pas d'inscrit. Nous n'avons pas de fonds souverains. Le fonds, c'est maintenant qu'on va le constituer. Peut-être on dit, bon, mais c'est de l'argent qu'on prend de notre fonds souverain. Si c'est l'épargne, mais l'épargne, il est dit pour la gestion de l'épargne qu'il faut l'autorisation du Parlement pour prendre de l'argent dans ce compte-là. Mais voilà. On peut se demander d'où vient l'argent que l'on prête si facilement à ces pays. D'accord, mais je vais vous poser une autre question. Votre bien, vous avez déclaré vos biens? Vous-même, vous avez déclaré vos biens? Mais je ne peux pas le déclarer à ma maison. On ne m'a pas appelé. Ça, c'est l'organisation de l'État. Aujourd'hui, si on me dit, M. Tsati Mabiala, la loi est prise, les décrets sont pris, maintenant, venez, en tant que député, venez déclarer votre patrimoine.
Je n'ai pas grand-chose. Le lendemain, je suis devant, si c'est la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême. Mais pourquoi ils ne le font pas? Voilà, on dit que la Constitution est mauvaise, mais voilà une très bonne disposition pour limiter la corruption. Et cet enrichissement qu'on observe dans le pays, d'où est-ce qu'on a de l'argent pour tout ça? Les gens ne déclarent pas leurs biens. Voilà une telle disposition. D'accord. Et sur le recensement administratif, vous attendez que le ministre de l'Intérieur vous appelle. Vous n'avez pas fermé les portes. Nous n'avons pas fermé les portes. Nous avons même écrit au président du comité technique pour demander qu'on réactive la sous-commission vérification des résultats. Vous voyez jusqu'où on avait tout prévu. Cette sous-commission n'a pas travaillé. Il y avait une sous-commission qu'on appelle vérification des résultats. Mais que cette commission nous dise, est-ce qu'elle a travaillé, est-ce qu'elle a vérifié ses résultats? La vérité n'a pas travaillé. La CONEL avait également la mission de contrôler le recensement. Est-ce qu'il y a un rapport de la CONEL? Donc avant de publier les résultats, il faut s'assurer que le contrôleur qui avait été désigné a fait son travail et a produit un rapport. La commission qui était chargée de vérifier les résultats a fait son travail, il y a un rapport, il n'y a rien. Bon, ok. Monsieur Tchiachi Mabiala, c'est un honneur de vous recevoir une fois de plus. C'est un honneur pour moi. Oui. Et j'espère qu'un de ces jours, vous aurez le temps d'avoir un débat avec le secrétaire général du Parti congolais du travail sur la révision ou le changement ou pas, la nécessité de changer ou pas, la constitution de 20 janvier 2002. Voilà, c'est la fin de notre émission de ce soir. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu.